Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale sur les législatives. La commission électorale indépendante tiendra une conférence de presse à 16h et nous serons en direct avec nos équipes sur place. Commençons donc par savoir ce qu'il faut pour être candidat aux législatives. Et pour déposer sa candidature, chaque postulant doit normalement déposer un dossier complet. Revoyons ce sujet. La commission électorale indépendante a enclenché le processus pour les élections législatives de 2025. Le dépôt des dossiers de candidature est prévu du 31 octobre au 12 novembre prochain. Pour être candidat, plusieurs conditions sont à remplir. Il faut d'abord avoir au moins 25 ans, être ivoirien de naissance ou naturalisé depuis 10 ans minimum. Le candidat doit aussi être inscrit sur la liste électorale et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité ivoirienne. Autre exigence, résider en Côte d'Ivoire depuis au moins 5 ans avant le scrutin du 27 décembre 2025. Une obligation dont sont toutefois exemptés les fonctionnaires à l'étranger, les agents diplomatiques ou encore les exilés politiques. Les anciens élus, maires, conseillers ou présidents de conseils régionaux doivent, eux, justifier d'un mandat sans malversation. Enfin, chaque candidat devra s'acquitter d'un cautionnement de 100 000 francs CFA. Pour les documents, la commission électorale indépendante exige un certain nombre de pièces pour le dossier de candidature. Une déclaration de candidature signée et légalisée, un extrait de naissance ou certificat de nationalité, un casier judiciaire, une attestation de résidence, une attestation de régularité fiscale, ainsi qu'un reçu de cautionnement. À cela s'ajoute une déclaration du suppléant acceptant la candidature. Toutes ces pièces doivent être récentes, datées d'au moins 3 mois avant la clôture des dépôts. Dans les circonscriptions à plusieurs sièges, les candidatures se présentent sous forme de liste. Et lorsqu'elles comptent plus de 2 sièges, la commission électorale impose au moins 30% de femmes. Pour les candidats issus de la fonction publique, magistrats, préfets, militaires ou directeurs d'entreprises publiques, une mise en disponibilité sera nécessaire pour toute la durée du mandat. Les suppléants, eux, doivent remplir les mêmes conditions que les titulaires à l'exception du cautionnement. Mais attention, un député suppléant en fonction ne peut pas se présenter comme son titulaire dans la même circonscription. Les aspirants députés ont donc 2 semaines du 31 octobre au 12 novembre prochain pour déposer leur dossier. La commission électorale indépendante de son côté promet un processus transparent et rigoureux avant le scrutin prévu le 27 décembre 2025. Alors, je suis en compagnie de Serge Kofi, chroniqueur politique maison, et Gaël Lakba, analyste politique. Bonsoir messieurs. Daniel Kodjo, je suis tellement habituée à être avec lui que... Bonsoir Marie. Bonsoir Daniel. Alors, on a une conférence de presse de la CEI tout à l'heure à 16h. Et là, on vient de voir un élément qu'on a diffusé déjà sur nos antennes, qui parle de la liste des pièces à fournir par les candidats, justement pour cette élection-là. Est-ce que parmi ces documents, vous trouvez qu'il y en a qui sont problématiques et du coup qui empêchent ou qui freinent certains candidats? Non, je peux. Alors, il faut dire que quand tu me parles de conditions problématiques, je pense tout de suite à ce candidat-là qui a remué l'actualité en Côte d'Ivoire. Je vais parler il s'appelle Jean-François Kouassi, qui, lors de la conférence de presse de M. Koulibaly Kubiar, qui est donc le président de la CEI, a remis en cause justement ce montant pour parler du cautionnement. C'est élevé à 100 000 francs CFA. Pour lui, c'est un montant qui était assez élevé et qui ne pouvait pas permettre à plusieurs citoyens ivoiriens de se présenter à ces élections législatives. C'est ce que je voulais juste ajouter. Alors, il faut dire même qu'une élection, c'est d'abord une compétition. C'est une compétition électorale. Alors, on ne peut pas permettre à tout le monde de venir comme ça postuler à ce concours-là. Donc, c'est forcément qu'il y a un certain nombre de pièces administratives qui sont exigées pour valider une candidature. Alors, l'élément qui vient de passer a égrené un peu ces pièces exigées-là pour valider le dossier de candidature à l'élection des députés de l'Assemblée nationale. Alors, Daniel a parlé du reçu de cautionnement de 100 000 francs, qui est l'une des pièces importantes qu'il faut fournir au dossier.
Il y a aussi la déclaration des candidatures. Bon, c'est tout à fait normal. On ne peut pas être candidat sans déclarer sa candidature de façon formelle. Donc, il faut une déclaration de candidature aussi. Et puis, il y a une pièce, par exemple, qui retient aussi mon attention, c'est la déclaration sous l'honneur de renonciation à la nationalité ivoirienne. C'est-à-dire qu'il faut faire un document, il faut produire un document qui prouve que vous n'avez pas renoncé à la nationalité ivoirienne. Je crois que c'est important, surtout dans ce contexte où le débat sur la nationalité va un peu dans tous les sens. Gaël, tu as quelque chose à ajouter à ça? Oui, déjà, il faut dresser le cadre. Il faut savoir que cette élection législative qui va se passer, disons, j'aime toujours faire allusion au match de football. Quand on doit aller jouer une compétition, vous savez que chaque joueur doit avoir sa licence, ce fameux sésame. Si vous n'avez pas la licence, vous ne pouvez pas jouer. Et puis, il y a certaines conditions de santé et tout ça. Donc, c'est la même chose au niveau des législatives. Il faut savoir que toutes ces règles qui sont inscrites dans la loi organique de la CEI qui prévoit le jeu électoral à ce niveau, ce n'est pas des règles qui sont sorties comme ça d'un chapeau, ce n'est pas sorti ex nihilo. C'est la nation ivoirienne qui a proposé, de par les députés, de par les politiques. Donc ce sont des règles qui ont été établies. Vous voyez par exemple, c'est vrai aujourd'hui, il y a un candidat qui dit qu'il veut que, par exemple, quelqu'un qui a 18 ans puisse être candidat. Bon, en même temps aussi, honnêtement, de vous à nous ici, à 18 ans, quelle majorité, quelle expérience a un citoyen à 18 ans pour vouloir être candidat. Donc 25 ans... C'est même pas l'âge de la majorité. Voilà. 25 ans déjà, je pense que c'est bon, ça a été bien pensé. 25 ans, il n'y a pas de problème. Parce qu'à 25 ans, il y a quand même des personnes qui sont responsables, qui réussissent à se prendre en charge elles-mêmes. Et puis voilà, à partir de cela, on peut dire oui, ils sont majeurs, et puis voilà. Mais 18 ans, on est en démocratie. Hein. Je ne dis pas que c'est pas une bonne idée, mais le débat est mené, le débat a été ouvert. Est-ce que ce débat-là va porter bref, nous sommes en train de faire des analyses sur les conditions. Donc déjà, le fait que l'âge de 25 ans a été un peu critiqué par certains, on en parle. Et puis, la plupart des règles que je peux résumer sont sur la question de la nationalité, la résidence, le casier judiciaire, l'état civil et le paiement de la caution. La caution à 100 000 francs aujourd'hui aussi, on sait qu'au niveau de la présidentielle, nous sommes à 50 millions. 50 millions. Quand pour la députation, nous sommes à 100 000 francs. Bon, quelqu'un qui a l'objectif, normalement, qui est bien préparé, doit pouvoir avoir 100 000 francs. Pour moi, ce n'est pas un frein pour quelqu'un qui a une ambition de député. Donc pour moi, les conditions, elles sont vraiment abordables pour tous ceux qui veulent être candidats. Sur la question de la nationalité, c'est clair. Ce débat-là, il existe dans tous les pays. Et surtout pour notre pays, avec cette mosaïque composée de plusieurs brassages et tout ça, il faut bien que ce soit balisé. Vous avez vu un peu le débat, même si je le pense un peu pas trop utile en ce moment. Mais dans une nation, il y a des gens qui sont beaucoup conservateurs, qui sont qui sont un peu très regardants sur cette question de nationalité. Voilà, donc c'est déjà, en fait, je dis que le débat n'a pas lieu parce que c'est déjà régulé par la loi. Donc il suffit simplement, quand un candidat se présente, de consulter la loi, de consulter le code électoral, et puis chacun y trouve comment on appelle, sa position. Donc voilà ce que je peux dire déjà d'entrée de jeu. Pour revenir même sur le chapitre du cautionnement des 100 000, il faut dire qu'il y a certains partis politiques, les plus importants, notamment le PDCI et puis le RHDP. Je pense qu'au niveau même de ces partis-là, il y a eu un cautionnement aussi qui avait été exigé au PDCI pour que le dossier de candidature soit pris en compte par le comité électoral qui a été mis en place au sein du parti. Il fallait pour chaque postulant, je crois, faire un versement de 500 000. C'était pareil aussi pour le RHDP. L'objectif, c'était pour... Bon, selon ce qui est dit, l'objectif c'est d'éviter au maximum les candidatures fantaisistes. Je pense que c'était un peu pour trier un peu pour les dossiers de candidature. Mais ça n'a pas freiné l'influence. Vous voyez que malgré le fait qu'on parle de 500 000 francs, mais ça n'a pas freiné les ambitions. Donc vous voyez que 100 000 francs, à la limite, c'est rien du tout. Ça ne devrait pas être un frein. Et justement, comment la CEI peut vérifier la véracité de ces documents-là qu'il demande aux différents candidats?
Alors, postulant. Bon, en interne, je ne sais pas vraiment comment les choses fonctionnent, mais je pense que la CEI, quand même, a les possibilités, a les moyens de vérifier l'authenticité, puisqu'elle ne travaille pas à vase clos. La CEI, je crois, travaille en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, par exemple, ou le ministère de la Justice, pour vérifier l'authenticité des pièces qui sont produites par les différents postulants. Donc, je pense que la CEI, pour moi, a les moyens de vérifier l'authenticité des documents. Alors, normalement, une fois le dossier accepté, le candidat devrait passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, on va dire, c'est quand la CEI a publié donc, sa liste provisoire. Donc, elle publiera d'abord la liste provisoire des candidats, ensuite la liste définitive, et on pourra passer à tout ce qui est campagne et autres. Comment se déroule, justement, comment pourrait se dérouler cette période-là? Le processus? Oui, le processus, oui. Alors, le processus, déjà, il est enclenché. Le président de la CEI avait déjà, premièrement, annoncé la date il a dit le 27 décembre. Le 27 décembre. Ils ont ouvert le dépôt des candidatures. Je crois que ça fait sur une période d'une semaine par là. C'est du 31 ou 12. Voilà, donc autour de 2 semaines presque. Et puis, la période étant écoulée, ils ont fait la réception des dossiers. La CEI va proclamer la liste provisoire, effectivement, après avoir vérifié tous les documents, comme vous le disiez tout à l'heure, après la vérification de tous ces documents. Aussi, Serge l'a dit, sur la vérification, il y a aussi les impôts en jeu. Voilà, donc eux aussi, tous ceux-là, ils travaillent de concert avec la CEI. Et puis, la plupart des documents qu'on demande aussi, ça doit être des documents à jour. Souvent, pour les extraits de naissance et tout, on demande un extrait de moins de 3 mois. Oui, 3 mois. Tout ça, ce sont des éléments qui amènent à pouvoir effectivement bien vérifier ces éléments-là. Donc, après cela, après la proclamation de la liste provisoire, il y a la période de réclamation et de contentieux. Donc, par exemple, ceux dont les dossiers auront été rejetés ont le moyen de saisir la CEI d'abord. Et puis après, si la question se penche sur une question juridique, ils peuvent aller vers la justice et puis après, finalement, revenir vers le Conseil constitutionnel. Voici le parcours à faire. Après cela, quand c'est fini maintenant, on va passer maintenant à la liste définitive. Justement, je peux poursuivre dans le même sens du processus électoral. Il faut dire que cette campagne-là va donc se tenir du 19 au 26 décembre à minuit, tandis que les résultats seront proclamés entre le 28 et le 30 décembre 2025, justement avant la phase de contentieux dont parlait tout à l'heure Gaël Lakba. Ce contentieux électoral est fixé au 5 janvier 2026. Donc c'est cette précision-là que je voulais apporter. Lequel, donc après les élections. Non, contentieux ici, c'est pas... vous savez, quand ils vont sortir la liste provisoire, normalement, il y a des gens, effectivement, qui ne seront pas d'accord avec le fait que le dossier soit rejeté. Justement. Donc, ils ont un petit temps pour aller, effectivement... Là, il y a un petit, justement, contentieux. Et puis après ça, ils vont sortir maintenant... Je lui ai dit... Après ce petit contentieux, vous avez le droit d'aller faire des réclamations. Par exemple, vous avez déposé, vous êtes sûr. On se dit que tous ceux qui ont déposé la candidature, ils ont payé la caution, ils ont déposé les casiers judiciaires et tout. Et puis, tout à l'heure, par exemple, on dit que, bien que M. Serge Kofi ait tout déposé, on dit qu'il n'est pas retenu. Ils vont donner les raisons. Et lui, maintenant, il va prendre les raisons là. Aller à la CEI d'abord pour essayer déjà, pour commencer les réclamations. S'il y a une question juridique dedans, la CEI va l'envoyer vers la justice. S'il s'en va, que c'est réglé, il sera réintégré. Si ce n'est pas réglé, il peut aller au Conseil constitutionnel. Mais ça doit être fait dans le délai. Voilà, il y a un délai. Donc tout ça, quand ça sera fini, on sort maintenant la liste définitive. C'est une fois que la liste définitive est sortie, il n'y a plus de recours. Qu'il n'y a plus de recours et maintenant on va aller à la campagne. Après la campagne, élection. Élection, encore là-bas aussi, il y a une autre période. Ce qu'il faut préciser, peut-être qui peut prêter à confusion un peu dans les explications de Gaël, c'est que le Conseil constitutionnel intervient à 2 étapes du processus. C'est-à-dire il y a le contentieux de l'éligibilité des candidats et il y a le contentieux des résultats. C'est-à-dire, comme il a expliqué tantôt, lorsque la CEI va rendre publique la liste des candidats, le candidat ou le postulant, celui qui ne va pas retrouver son nom sur la liste, peut saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il soit réintégré. Maintenant, si le Conseil constitutionnel lui fait droit, il est réintégré. S'il ne lui fait pas droit, son nom est rejeté. Et à la fin du processus, après l'élection, lorsque les résultats seront proclamés, il y a aussi cette seconde phase du contentieux. C'est le contentieux des résultats, c'est-à-dire les candidats qui estiment que le scrutin n'a pas eu lieu dans les règles, dans les normes.
peut saisir le Conseil constitutionnel pour contester un peu la régularité du scrutin. Et cette période-là, est-ce qu'elle ne va pas du coup décaler la période des élections? Non, tout est prévu. Tout est déjà prévu. Vous voyez que c'est pour ça qu'on a l'impression que le dépôt des dossiers, quand vous regardez, vous avez l'impression que ça a été demandé un peu tôt. Mais c'est justement parce qu'il y a tout ce programme-là qui est prévu. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Et puis, à la différence aussi, à la différence de l'élection présidentielle, ici, c'est pour l'élection des députés de l'Assemblée nationale, c'est la commission électorale indépendante qui rend publique la liste des candidats. Vous l'avez remarqué, à l'élection présidentielle, la CEI a rendu public d'abord une liste provisoire des candidats. Et c'est après le Conseil constitutionnel a rendu public la liste définitive. Pour l'élection des députés, c'est un peu différent. C'est la CEI qui valide d'abord les candidatures, les dossiers. Elle rend public la liste des candidats. Le candidat ou le postulant qui estime son nom a été biffé sur cette liste-là, saisit le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel lui fait droit, son nom est réintégré. Et in fine, c'est la CEI qui rend public cette liste-là. C'est ça. C'est un peu la différence avec le processus au niveau de l'élection présidentielle. Très bien, alors nous allons voir ensemble maintenant un élément qui parle des prochaines étapes, donc des étapes à venir. Conformément à l'article 80 du Code électoral, la réception des candidatures pour la législative 2025, ouverte depuis le 31 octobre, s'achève ce mercredi 12 novembre à la Commission électorale indépendante. La Commission électorale disposera ensuite de 10 jours pour publier la liste définitive des candidats, soit au plus tard le 22 novembre. Après publication, cette liste sera transmise au Conseil constitutionnel dans un délai de 24 heures. Les dossiers non conformes seront rejetés, mais les candidats ou partis concernés disposent de 3 jours pour saisir le Conseil constitutionnel qui statue à son tour dans les 3 jours sur les dossiers litigieux. Le Code électoral prévoit également le remplacement d'un candidat en cas de radiation, d'inéligibilité ou de décès et un report du scrutin si le décès survient pendant la campagne. Selon les articles 83 et 84 du Code électoral, le vote pour les législatives est prévu le samedi 27 décembre 2025. Alors, on vient là de voir les prochaines étapes, on en parlait déjà. Ouais, c'est ça. On en parlait déjà. Alors, 27 décembre, la date des élections. La CEI, là, qui doit tenir sa conférence de presse, est-ce qu'on aura cette liste ou on ne l'aura pas, vous pensez? Bon, en principe, je pense qu'on l'aura. Sauf que je crois que ça a été avancé d'un jour, de 24 heures, puisque le président de la CEI avait déjà annoncé que la liste allait être rendue publique le mercredi 19. Le mercredi 19, aujourd'hui, nous sommes mardi 18. Je pense que ça a été avancé d'un jour. Certainement qu'à la faveur de la conférence de presse qu'il va animer tout à l'heure, il va expliquer un peu les raisons de cet avancement-là. Je crois que c'est le lieu aussi de saluer encore la commission électorale indépendante, parce que quand on se rappelle, pour ce qui concerne la présidentielle, c'était pratiquement dans les mêmes écarts, c'était le même scénario, alors qu'on les attendait sur 4 ou 5 jours, ça a été véritablement avancé. Donc ça veut dire que le travail élaboré au cœur de la CEI est quand même appréciable. Si la liste est annoncée aujourd'hui, on aura des éléments en termes de statistiques. On va savoir le nombre de candidatures déposées. On pourra savoir quel a été l'engouement. On aura le nombre de candidatures provisoires retenues. Et puis après, dans les détails, on verra les différents quotas des partis politiques en termes de présentation des candidatures. Parce que c'est vrai que les partis ont déposé, ils ont fait un point officiel qu'on sait. Mais en même temps aussi, il faut tenir compte du fait qu'il y a des dossiers qui ne seront pas retenus. Absolument. Voilà, donc on aura un résultat clair. Et puis à partir de cela, on pourra se prononcer. Effectivement, si c'est fait aujourd'hui, la CEI a beaucoup été décriée. Il faut le redire. Elle est toujours au centre des polémiques pour nos élections. Et pour la présidentielle, elle a déjà réussi tant bien que mal à se donner une bonne image. Donc sur cette législative, c'est, on va dire, presque le dernier défi du président même qui l'a dit in fine dans une de ses conférences qu'après, sûrement, il va y avoir une réforme. Donc c'est le dernier, on va dire un dernier combat de son mandat même arrive à échéance. Voilà, d'autant plus que ça avait été prolongé. Après cette législative, c'est fini. Donc il va sûrement vouloir bien faire. Et c'est vrai que c'est un défi, mais je pense que la CEI actuelle a les moyens de pouvoir nous sortir un bon résultat à l'image de
la présidentielle, même si quelque part, il y a eu quand même quelques critiques. On ne peut pas finir de critiquer. Bien faire, voilà. Mais quand on critique aussi, c'est pour qu'on arrive à la perfection. Donc, espérons que tout se passe bien et que notre Assemblée nationale vienne d'un processus électoral vraiment très crédible pour tous. Alors, parlant d'Assemblée nationale, on va parler du rôle d'un député. Donc, on sait que le député légifère, il contrôle l'action du gouvernement, représente sa circonscription. Il a un rôle clé dans l'élaboration des lois et dans la protection des droits de ses électeurs. À travers cet élément, voyons quel est le rôle d'un député à l'Assemblée nationale. Le 27 décembre 2025, les Ivoiriens sont invités aux urnes pour le renouvellement des députés de l'Assemblée nationale. 255 sièges sont à pourvoir pour ce scrutin. Mais quel est le rôle de ces futurs élus de la nation ? Acteurs de développement de la localité où il a été élu ou personnalité dont l'action se résume au vote des lois à l'Assemblée nationale. Du rôle de député, le citoyen lambda se pose des questions. Pourtant, cet élu de la nation a bien une fonction définie. Le député est certes élu dans une circonscription, mais il devient un élu de la nation par la suite après sa prise de fonction. Selon la Constitution de 2016, l'élection du député se fait au suffrage universel direct pour 5 ans. Quant à son rôle, d'aucuns le résument à cette phrase triviale, il doit faire quelque chose pour sa commune ou la localité dont il est l'élu. En réalité, en Côte d'Ivoire, le député a des missions bien précises qui lui sont assignées. Ce rôle se résume à 3 fonctions. La première est qu'il représente la nation entière, la seconde est de voter les lois. Ici, le député est chargé d'amender, discuter, débattre, voter les textes et lois envoyés par le gouvernement. La troisième fonction du député consiste à contrôler l'action du gouvernement. Pour être précis, il a un droit de regard sur l'action gouvernementale, il contrôle les politiques publiques. L'élu de l'Assemblée nationale consent l'impôt et contrôle l'action du gouvernement, ce qui lui permet de défendre les intérêts de sa circonscription dans les textes législatifs et les budgets nationaux et de veiller à la bonne exécution des programmes publics sur le terrain. Le député ivoirien a aussi pour fonction de proposer des textes de loi. Il lui revient enfin de rendre compte des lois votées aux populations. Alors donc nous avons suivi tout à l'heure avec la voix d'Erina Été le rôle d'un député à l'Assemblée nationale. Donc nous attendons 255 représentants donc, à l'Assemblée nationale. Comment un député influence, on va dire, les politiques locales ou nationales? Alors, moi, ce que je retiens un peu dans la fonction essentielle du député, généralement, en campagne électorale, on attend beaucoup de choses. On voit des candidats proposer moi et m'éveille aux électeurs. Si je suis élu, je vais construire un hôpital, je vais reprofiler les routes. On attend plein de choses. Comme à toutes les élections. Comme à toutes les élections. Mais pour l'élection des députés, je pense que peut-être les candidats essaient de surfer un peu sur, on va dire, l'ignorance d'une partie des électeurs. Parce qu'en réalité, le rôle d'un député, ce n'est pas tout cela. De poser des actions de développement dans le sens de construire des infrastructures, faire des routes. Voilà, faire des routes, ce n'est pas le rôle d'un député. Et tu l'as dit, l'élément même qui vient de passer l'a souligné, encore l'a confirmé. Le rôle d'un député, c'est essentiellement de légiférer, c'est-à-dire de faire des propositions de loi et de les amender, de voter des lois en fait. C'est surtout ça, le rôle essentiel d'un député. Maintenant, il y a aussi l'aspect du contrôle de l'action gouvernementale. C'est pourquoi l'Assemblée nationale est le représentant, on va dire, symbolise le pouvoir législatif. Et son rôle est de contrôler l'action gouvernementale. Bon, ce rôle, on va pas susciter nos débats sur ce rôle-là. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a un exemple d'action d'un député qui a changé la vie de sa circonscription? Alors, quand j'essaie de remonter dans mes souvenirs, je n'ai pas souvenance, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous l'avez. On ne va pas aller loin. Oui. Moi, j'en vois. On a le député Assalé Timokou, qui est une forme de révolution au niveau des députés. Pourquoi? Parce que les députés ont une certaine forme de camisole traditionnelle qu'ils mettent depuis les années 60, qui fait que effectivement, ça peut soutenir ce que Serge disait tout à l'heure. Mais il faut bien aller au-delà. Au-delà, le député, effectivement, c'est vrai, il n'a pas de budget pour pouvoir développer une zone précise, mais il en a les moyens. Et comment il en a les moyens? Déjà, il est le porte-voix de ces populations auprès de l'exécutif. C'est dit que, par exemple, un député dans une région donnée se rend compte qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas les voies pour aller, par exemple, dans les zones cacaoyères pour sortir le cacao de la brousse. Le député, il a un rôle à jouer là.
en tant qu'agent de connexion entre l'exécutif et puis les réalités du terrain. Il est le pont. Voilà. Donc, il se sert de ces réalités-là et il vient vers l'exécutif pour présenter les problèmes de ces populations. Si, en ce moment-là, par derrière, il y en a qui le font, hein, il y a une réaction, on envoie de l'eau, on fait les hôpitaux, on fait les routes, le député, naturellement, il a aidé au développement. Donc, dans ce sens-là, c'est possible. À côté de cela, je dis bien qu'il faut qu'ils sortent de leur camisole traditionnelle parce que le député a le moyen. Vous voyez qu'ils ont des passeports diplomatiques. Mais ce n'est pas pour aller en Europe pour faire des courses pour leur famille. Non. Le passeport diplomatique peut leur permettre d'aller tisser des partenariats avec d'autres villes dans le monde pour apporter soit des entreprises, des industries. Vous voyez un peu? Ce genre de choses, des jumelages entre des villes, ça existe souvent dans d'autres contrées. Mais ici, nos députés, bon, ils ne font pas tout ça. Ils ont le passeport diplomatique, ils ont quand même, vous voyez, quand même tout ce qu'ils ont comme avantage, c'est pour leur permettre de pouvoir effectivement aller au-delà de ce dans quoi on les voit habituellement. Aller, même l'Assemblée nationale, quand ils vont, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on en a 255 députés, mais combien même on voit en train de débattre sur des questions de loi, de faire des propositions et tout ça. Bon, voilà un peu, il faut que nos députés aillent au-delà. Il faut qu'ils réussissent à vraiment faire profiter à leur population ce que l'État met à leur disposition. Parce que quand même, ils ont quand même de bons moyens, ils ont une situation de vie. Et puis, voilà, comme je disais tout à l'heure, déjà, faire le pont entre les réalités villageoises. Et puis, il y a un élément aussi, c'est qu'il faut qu'ils viennent aussi, ils doivent le faire. Là, les populations, en tout cas pour celles qui sont averties, les attendront sur le terrain. Pour ceux, par exemple, qui, une fois élus, viennent s'installer à Abidjan, et puis on ne les voit plus dans leur circonscription jusqu'à 5 ans après, où ils reviennent encore demander les voix des populations. Alors qu'en réalité, ils devraient venir rendre compte. Tout à fait. Au moins une fois par trimestre, ou bien 2 fois dans l'année, ou bien ils devaient venir rendre compte de ce qu'ils font à l'Assemblée nationale pour ces populations. Ils ne le font pas, malheureusement. Et c'est tout ça là, le rôle du député. Et puis il faut qu'on réussisse à, quand même à éclairer, à sensibiliser les populations sur cela. Parce que bien de choses se passent en temps de campagne électorale. Oui. Et justement, quelle relation devrait entretenir le député et ses électeurs, on va dire, pour rester crédible à leurs yeux? Mais c'est une relation de proximité. C'est une relation de proximité. Vous ne pouvez pas être... En fait, si vous voulez, la population est entre griffes le patron du député. Ce sont les populations qui vous envoient à l'hémicycle, justement pour une mission précise. Donc le député, il a son cahier de charge. Donc lui, il doit rendre compte aux populations. Il doit avoir une certaine proximité entre lui et ses populations. C'est pour cela que, je disais tout à l'heure, ils doivent être au contact de ces populations-là, quitte même souvent à organiser. C'est ce que, quand je disais tout à l'heure, j'ai évoqué le député Assalé Tiemoko, c'est pas comme ça que j'ai évoqué. Quand vous suivez l'actualité de Tia Salé, mais M. Assalé Tiemoko, en tant que député et maire, une fois par mois ou bien chaque 2 mois, vous le voyez réunir les populations, le conseil là-bas, et puis ils font les points. Au plan financier, de ce qu'ils ont eu à faire, au plan politique, au plan sur les activités de développement, tout ça, ils le font chaque fois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous voyez sa façon de gérer sa collectivité par rapport à d'autres, c'est comme le jour et la nuit. Parce que de l'autre côté, on ne voit rien. C'est l'obscurité totale. Mais en même temps, Assalé Tiemoko, il ne faut pas oublier aussi qu'il est maire. Oui. Il est maire de sa commune. Et puis, l'autre question que peut-être tes arguments peuvent soulever, c'est, on va dire, il y a une espèce de chevauchement dans la compétence de ces structures-là. On ne sait pas entre le député, entre le président du conseil régional et le maire qui doit faire quoi finalement, en fin de compte. Non, tout est défini. Non, tout est défini. Voilà. Parce que, est-ce que, bon, le député, on connaît tout à l'heure, Amam l'a évoqué, le rôle essentiel d'un député, c'est de légiférer. Bon, tu as parlé des partenariats, c'est bien, c'est intéressant, et c'est des actions qu'il faut encourager. Mais en même temps, il y a le président du conseil régional et il y a le maire. Donc finalement... Non, Serge, ça n'empêche pas que quand le député le fait, la population en bénéficie. Tout à fait. Vous allez aller interroger un président du conseil régional, il va vous dire, malgré les moyens que j'ai, moi seul, je ne peux pas tout faire. C'est la même chose. Vous allez voir le maire,
c'est la même chose. Donc l'État s'occupe de 322 462 km². Donc on est d'accord que l'État à lui seul ne peut pas tout prendre en compte. Donc quand vous vous retrouvez devant un président du conseil régional, c'est vrai, ils ont leur budget annuel pour faire des choses, mais ils ne réussissent pas. Souvent même, ils ne peuvent même pas faire le tiers même de ce qu'ils ont comme défi. Mais en ce moment-là, effectivement, si des députés, par rapport à ce qu'il a dit, est-ce que ce qu'on vient d'évoquer là, est-ce que ce n'est pas possible? Ils peuvent le faire. Donc s'ils le font, c'est bien. Si celui du conseil régional aussi peut le faire, c'est bien. Si le maire aussi le fait, c'est bien. En ce moment, qui bénéficie? Les populations et la circonscription. Mais quand on veut s'asseoir chacun pour dire, bon, moi je suis que le député, je vais aller à l'Assemblée nationale, après ça je ne fais rien, mais le passeport diplomatique par exemple qu'on vous a donné, c'est pourquoi? Quand on vous donne plus de 3 millions, c'est pourquoi? Vous voyez, l'État a déjà pensé à tout ça. Mais ce que je suis en train de dire, il faut essayer de sortir de cette camisole, je dis encore, traditionnelle, de cette façon de voir. Parce qu'à l'extérieur, c'est comme ça que ça marche. Le député ne va pas vous dire qu'il a un budget. Excuse-moi Gaël, priorité au direct, donc la CEI est prête, on va y aller tout de suite. Si elles ne le sont pas, vous n'êtes pas inscrit sur la liste des candidats. Ces conditions sont prévues par le Code électoral en ses articles 71 et 77. Pour les premières dispositions, elles concernent ce que le candidat doit être. La loi exige du candidat une qualité. Ainsi donc, il devra être ivoirien, âgé de 25 ans, ne pas renoncer à sa nationalité, et puis être résident pendant les 5 années précédant l'année des élections des députés. Alors pour justifier cela, la loi exige du candidat de produire les documents qui l'attestent. Ainsi, il devra, pour justifier qu'il est ivoirien, produire un certificat de nationalité, qu'il est âgé de 25 ans au moins, un extrait d'acte de naissance, et qu'il n'a pas renoncé à la nationalité, une attestation sur l'honneur, un certificat sur l'honneur justifiant de ce qu'il n'a pas renoncé, et puis un certificat de résidence pour justifier sa résidence continue. Donc la commission saisie par les soins du candidat, par le dépôt, va donc examiner ces dossiers et vérifier si les conditions par moi décrites ci-dessus sont satisfaites. Ce faisant, il est inscrit sur la liste des candidats. Dans le cas contraire, il ne le sera pas. S'il vient à la commission électorale indépendante, volontairement ou par inadvertance, de ne pas inscrire quelqu'un qui mérite d'être inscrit sur la liste électorale, il est loisible au candidat de saisir le Conseil constitutionnel. Seule la juridiction compétente en cette matière, concernant donc l'éligibilité, de faire droit à sa requête d'inscription sur la liste électorale. Il appartiendra à cette juridiction donc de faire droit ou non à cette requête. Je voudrais également préciser qu'il peut arriver qu'ayant décidé de se présenter, le candidat, comme c'est un acte volontaire et individuel personnel, il peut à un moment donné de son vœu renoncer à se présenter. C'est ce que nous on appelle ici le désistement du candidat. Le candidat peut désister même après la publication, l'arrêt et la publication de la liste des candidats. Sauf que, si vous désistez pendant que la commission statue, ce désistement peut avoir tous ses effets. C'est-à-dire vous sortez des fichiers et des documents électoraux. Mais lorsque vous intervenez, ou votre désistement intervient après la confection des documents électoraux, il vous est loisible de désister. Mais sauf que nous ne pouvons pas en tirer les conséquences, vous serez toujours sur nos documents électoraux. Ensuite, il est bon de préciser que la commission électorale, dans son office, ne radie quelqu'un de la liste des candidats que lorsque la personne ne remplit pas les conditions décrites par moi tout à l'heure. Alors, on entend ça et là, dire qu'il y a certains candidats qui auraient été, ou bien qui auraient fait l'objet de jugements
correctionnelle, les rendant ainsi inéligibles à la liste des candidats. Mais les décisions qui sont prises en compte par la commission électorale indépendante, ce sont les décisions qui sont devenues définitives. Une simple condamnation ne suffit pas. Il faut que la décision qui est prise en compte et qui a pour effet de radier la personne de la liste électorale, ce sont des décisions définitives. Et une décision judiciaire est dite définitive à deux conditions. Pas cumulative, mais alternative. Soit parce que le délai de recours est expiré, donc on ne peut plus remettre la décision en cause, soit les voies de recours ont été bel et bien exercées et n'ont pas eu gain de cause, faisant état de ce que la décision est devenue définitive. Voilà les deux cas où la décision est devenue définitive. Donc il se peut faire que vous voyez des gens sur cette liste électorale qui a fait l'objet de condamnations correctionnelles. Mais tant que la décision n'est pas devenue définitive, ils vont figurer sur la liste parce que remplissant les conditions et respectant ainsi le principe de la présomption d'innocence qui dit que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties nécessaires pour sa défense. Mais tant que cela n'est pas fait, il va demeurer sur la liste électorale jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie dans une décision devenue définitive. Voilà, mesdames et messieurs, la quintessence de la présente décision qui constitue le cru des membres de la commission centrale de la commission électorale indépendante dont je vais vous donner lecture. Décision numéro 002 CEI CC EDAN du 18 novembre 2025 portant publication de la liste provisoire des candidats aux élections des députés à l'Assemblée nationale du 27 décembre 2025. La commission électorale indépendante, CEI, vu la Constitution, vu la loi organique 2020-558 du 7 juillet 2020 portant statut des parlementaires, vu le code électoral, vu la loi 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante, tel que modifié par les lois 2004-642 du 14 décembre 2004, 2014-335 du 18 juin 2014, 2014-664 du 3 novembre 2014, 2019-708 du 5 août 2019, 2020-306 du 4 mars 2020, tel que ratifié par la loi 2020-492 du 29 mai 2020 et par la loi 2022-886 du 23 novembre 2022. Vu la loi 2004-495 du 10 septembre 2004 portant suppléance des députés à l'Assemblée nationale, vu le décret 2019-775 du 25 septembre 2019 portant nomination des membres de la commission centrale de la CEI, tel que modifié par les décrets 2020-610 du 5 août 2020 et 2021-31 du 20 janvier 2021 et 2023-96 du 15 février 2023, vu le décret 2021-60 du 3 février 2021 portant détermination des circonscriptions électorales pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, vu le décret 2025-656 du 30 juillet 2025 portant convocation des collèges électoraux par les électeurs des députés à l'Assemblée nationale, vu les procès-verbaux de prestation de serment
des membres de la CEI en date du 27 septembre 2019, du 29 janvier 2021 et du 1er mars 2023, vu les procès-verbaux des élections du bureau de la Commission électorale indépendante en date du 30 septembre 2019 et du 29 mars 2023, vu le procès-verbal de la passation de charges entre le président sortant et le président entrant de la Commission électorale indépendante en date du 2 octobre 2019, vu le règlement intérieur de la Commission électorale indépendante, vu le règlement intérieur de la Commission électorale indépendante, vu les rapports, vu la délibération de la Commission centrale en date du 18 novembre 2025, considérant qu'au terme des articles 90 et 94 de la Constitution, le mandat des députés prend fin le 31 décembre 2025. Considérant que conformément à l'article 66 du Code électoral, les élections des députés ont lieu avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, considérant qu'en application de l'article 20 du Code électoral, sur proposition de la Commission électorale indépendante, le gouvernement a fixé la date des élections des députés au 27 décembre 2025 par décret numéro 25-656 du 30 juillet 2025 portant convocation du collège électoral pour les élections des députés à l'Assemblée nationale, considérant que la Commission électorale indépendante chargée de l'organisation des élections législatives a reçu du vendredi 31 octobre au mercredi 12 novembre 2025 à minuit les dossiers de candidature pour les élections des députés. Qu'à l'expiration de ce délai, 1162 dossiers de candidature ont été déposés à la Commission électorale indépendante pour un total de 1415 candidats à la candidature pour le poste de député titulaire, dont 185 femmes et 1230 hommes. Considérant que, pour être retenu sur la liste des candidats aux élections législatives, le candidat doit avoir la qualité d'électeur, être âgé de 25 ans au moins, être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé depuis au moins 10 ans, n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et avoir résidé de façon continue en Côte d'Ivoire pendant les 5 années précédant la date du 27 décembre 2025, exclusion faite des membres des représentations diplomatiques et consulaires, des personnes désignées par l'État pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger, des fonctionnaires internationaux et des exilés politiques. S'acquitter du cautionnement de 100 000 francs CFA. Que, par ailleurs, le candidat à la candidature doit produire une déclaration personnelle de candidature revêtue de sa signature, dûment légalisée et accompagnée obligatoirement des pièces suivantes. Un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu. Un certificat de nationalité ivoirienne. Une déclaration sur l'honneur de non-rénonciation à la nationalité ivoirienne. Un extrait du casier judiciaire. Un certificat de résidence attestant que le candidat remplit la condition de résidence continue en Côte d'Ivoire, le cas échéant. Une attestation de régularité fiscale. Une copie du reçu du cautionnement de 100 000 francs CFA délivré par la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire. Une déclaration sur l'honneur du candidat suppléant exprimant son acceptation
de la candidature à la suppléance. Une lettre d'investiture du parti ou groupement politique présentant la candidature le cas échéant. Une demande de mise en disponibilité exceptionnellement égale à celle du mandat pour les personnes exerçant les fonctions de membres du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes, de magistrats, de membres du corps préfectoral, de comptables publics, de présidents et directeurs d'établissements ou d'entreprises à participation financière publique, de fonctionnaires à l'exception des professeurs titulaires de l'enseignement supérieur et des directeurs de recherche exerçant dans les universités, instituts et centres de recherche, des militaires et assimilés. Un spécimen du symbole, du sigle et de la couleur choisie. 2 photographies, noir et blanc. Qu'à l'exception de la lettre d'investiture et des pièces énumérées à sa suite, toutes les autres pièces exigées doivent avoir été établies moins de 3 mois avant la date de clôture du dépôt des candidatures. Par ailleurs, dans les circonscriptions de plus de 2 sièges, les listes de candidatures doivent comporter au moins 30% des candidatures féminines. Considérant que, par lettre portant désistement, mesdames et messieurs, Coco Kona Armand de Bomini, candidat titulaire à la candidature dans la circonscription électorale numéro 006, Bolouville et Ndoussi, et son suppléant Yao Kofi Léon, Saraka Kona Adolphe, candidat titulaire à la candidature dans la circonscription électorale 056, Ando Krekrenou, Beomi et Kondrobo, commune et sous-préfecture, Kwadio Kofi Herman Hugues, candidat titulaire à la candidature dans la circonscription électorale numéro 79, Kounfao, commune et sous-préfecture, Gay Kounion Ignace, candidat titulaire à la candidature dans la circonscription électorale 086, Bangolo, Gowo Zagnan, Kain Zarabaon et Zon. C.I. Gaspard, candidat titulaire à la candidature dans la circonscription électorale 091, Fakobli, Guezon, Koua, Sémian, Etieni, Séabli, commune et sous-préfecture, et son suppléant Koulei, Siaka, Firmin, Collier Cheikh, Abdul Kader, candidat titulaire à la candidature dans la circonscription électorale numéro 141, Adzopé, commune et sous, et son suppléant Dadier, Asso, Laurent, Serge, Ata Oussou Camus, candidat titulaire à la candidature et son suppléant Ossé Moril Paulet, dans la circonscription électorale 145 à Coupé et Bekwefin, commune et sous-préfecture, Chahin Sombo Gion, candidat titulaire à la candidature dans la circonscription électorale numéro 145 à Coupé et Bekwefin, commune et sous-préfecture, Koshi Bawa Priva, candidat titulaire à la candidature dans la circonscription électorale 066, Dairi Fresco Bagbam et son suppléant Gogognon Gras Jean-François, Landé Kwame Suleiman, candidat suppléant à la candidature de M. Abroulaye Awaza Abdul Rachid dans la circonscription électorale 113
Anianou, Famien Cro, Nafana et Pricro ont exprimé à la Commission électorale indépendante leur volonté de ne plus participer aux élections des députés du 27 décembre 2025. Considérant que, conformément au code électoral, le candidat ou la liste de candidats peut se retirer à l'élection, même après la publication de la liste définitive des candidats, qu'il y a lieu de donner aux susnommés acte de leur désistement. Considérant qu'au regard des conditions sus-indiquées et des faits ci-dessus exposés, il convient d'apprécier dès à présent la conformité à la loi de la composition des dossiers de candidature reçus par la CEI et de contrôler l'éligibilité des candidats en vue de l'établissement de la liste provisoire des candidats aux élections des députés du 27 décembre 2025. Considérant qu'ainsi, sur la conformité à la loi de la composition des dossiers de candidature reçus par la CEI, il résulte des dispositions de l'article 82, alinéa 1, que toute candidature dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la commission chargée des élections. Qu'à l'issue de l'examen des dossiers, des nommés, Cissé Mamadou, candidat titulaire à la candidature dans la circonscription électorale 025, Makono commune et sous-préfecture, Kone Loseni, candidat titulaire à la candidature dans la circonscription électorale numéro 124, Kimbirla Sud, Tiémé, Samatigila et Samango, commune et sous-préfecture, et Abroulaye Wassa, Abdul Racid, dans la circonscription électorale numéro 113, Anianou, Famien Cro, Nafana et Pricro, il ressort que la composition des dossiers des susnommés n'est pas conforme à la loi. Qu'en effet, que concernant le dossier de candidature de M. Cissé Mamadou, son candidat suppléant, M. Diabaté Aboubakar, a produit un casier judiciaire daté de plus de 3 mois, en violation des exigences du Code électoral. Qu'une telle circonstance affecte son dossier de candidature et par ricochet celui du candidat titulaire à la candidature. Que concernant le dossier de candidature de M. Kone Loseni, son suppléant, M. Bamba Mamadou, n'a pu produire le casier judiciaire pourtant exigé par la loi. Que l'obligation de production de cette pièce pèse aussi bien sur le titulaire que sur le suppléant. Que le vice qui affecte le dossier de l'un s'étend à celui de l'autre. Que concernant la candidature de M. Abroulaye Awaza Abdul Racid, le désistement de son candidat suppléant a pour effet d'affecter son dossier de candidature, car, au terme de l'article 78, alinéa 3 du Code électoral, il est prescrit ce qui suit. Aucune liste de candidature à l'élection des députés ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats titulaires et de candidats à la suppléance égal à celui des sièges à pouvoir dans la circonscription électorale considérée. Qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la composition des dossiers de candidature de messieurs Cissé Mamadou, Kone Loseni et Abroulaye Awaza Abdul Racid non conformes à la loi et de les rejeter. Considérant sur l'éligibilité, le Code électoral prescrit que, pour être retenu sur la liste des candidats aux élections des députés, il faut en remplir les conditions qu'il ressort de l'analyse des dossiers de messieurs Oka Kokore, Axel Davila, Kwadio Kofi Jean-François, Goku Vitar Gogwa, Diaby Mustafa Karamoroba, Kofi Essan Antoine, et de Madame Bobognon Anne Fanuel, des causes
les rendant inéligibles. Qu'ainsi, que concernant les candidatures de M. Oka Kokore Axel Davila, candidat titulaire à la candidature dans la circonscription électorale 049 Benjerville, commune et sous-préfecture, Kwadwo Kofi Jean-François, candidat titulaire à la candidature dans la circonscription électorale 072 Gebawo et Oumé, commune et sous-préfecture, Kofi Essan Antoine, candidat titulaire à la candidature dans la circonscription électorale 158 Andé, Assié Koumansi et Ngué-Sankro, commune et sous-préfecture, et Bongouanou, sous-préfecture, et de Madame Bobognon Anne Fanuel, candidate titulaire à la candidature dans la circonscription électorale 101 Bogué, Zaïbo, commune et sous-préfecture, que les susnommés ne sont pas inscrits sur la liste électorale, qualité pourtant nécessaire pour être candidat. Que concernant M. Sangaré Adama, Keita Moussa, respectivement suppléants, des candidats titulaires à la candidature Goku Vita Gogwa dans la circonscription électorale 068 Dignago, Galebouo et Guibérois, commune et sous-préfecture, et Diaby Mustafa Karamoroba dans la circonscription électorale 124 Kimbirla Sud, Tiémé, Samatigila et Samango, commune et sous-préfecture. Ils ont moins de 25 ans, âge minimum requis pour être candidat à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, viciant de ce fait aussi bien leur éligibilité que celle des candidats titulaires auxquels ils sont arrimés. Qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer inéligibles messieurs Oka Kokore Axel Davila, Kwadwo Kofi Jean-François, Kofi Essan Antoine et Madame Bobognon Anne Fanuel pour défaut de qualité d'électeur. Messieurs Sangaré Adama, Keita Moussa, qui n'ont pas l'âge minimum requis pour être retenus comme candidats suppléants et par ricochet les candidats titulaires auxquels ils sont rattachés, à savoir messieurs Goku Vita Gogwa et Diaby Mustafa Karamoroba. Considérant par ailleurs que les dossiers de candidature, autres que ceux cités plus haut, au nombre de 1143, dont la liste est annexée à la présente décision, sont conformes à la loi, et les candidats qui les ont déposés éligibles pour avoir rempli les conditions d'éligibilité prévues par le Code électoral, qu'il y a lieu de les inscrire sur la liste des candidats aux élections des députés du 27 décembre 2025. Qu'au regard de tout ce qui précède, et après en avoir délibéré conformément à la loi, décide, article 1, donne acte de leur désistement au nommé Koko Kona Armand de Bomini et son suppléant Yao Kofi Léon, Saraka Kona Adolphe, Kwadwo Kofi Herman Hugues, Guéhi Goudnion Ignace, Sei Gaspard et son suppléant Kolei Siaka Firmin, Collier Cheikh Abdul Kader et son suppléant Dadier Asso Laurent Serge, Ata Oussou Camus et son suppléant Ossé Mauril Paulet, Chayen Sombo John, Gogognon Gras Jean-François et Léandre Kwame Suleiman. Article 2. Rejette pour composition non conforme à la loi les dossiers de candidature de messieurs Sissé Mamadou, Kone Loseni et Abdoulaye Awaza Abdoul Rassid. Article 3. Déclare inéligibles les nommés Oka Kokore Axel Davila, Kwadwo Kofi Jean-François, Kofi Essan Antoine, Bobognon Anne Fanuel, Goku Vita Gogwa, Diaby Mustafa
Karamoroba et leurs suppléants. Article 4. Déclare éligibles les candidats inscrits sur la liste provisoire annexée à la présente décision. Article 6 indique que le Conseil constitutionnel peut être saisi par le candidat dont le dossier a été rejeté ou par le parti politique qu'il a investi dans un délai de 3 jours francs à compter de la notification de la décision de rejet. Indique que tout électeur peut contester devant le Conseil constitutionnel l'éligibilité d'un candidat dans le délai de 8 jours francs à compter de la date de publication de la liste provisoire des candidats par la Commission électorale indépendante. Article 7. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, au siège de la Commission électorale indépendante, sur le site de la CEI et par tous autres moyens. Décision délibérée par la Commission centrale de la Commission électorale indépendante en sa séance du 18 novembre 2025, où siégeaient, Mesdames et Messieurs, Koulibaly Kubié Ibrahim, président, Kone Sourou, premier vice-président, Dogou Alendi Goba Maurice, deuxième vice-président, Sanogo Salimata, épouse Porquet, troisième vice-présidente, Kwame Adjoumani Pierre, secrétaire permanent, Ebrotier Émile, premier secrétaire permanent adjoint, Doumia Soumaïla, deuxième secrétaire permanent adjoint, Ibrahima Bayo, commissaire central, Yolibi Kone Klintio, Marguerite, commissaire central, Julien Fernangoz, commissaire central, Yapobi Keti Yolande Nyaba, commissaire central, Bamba Sindou, commissaire central, Traoré Mefwa, commissaire central, Adia Owo Serge Alain, commissaire central, Yapi Yapo Dodé, commissaire central, ont signé le secrétaire permanent, Kwame Adjoumani Pierre, le président, Koulibaly Kubié Ibrahim. Mesdames et messieurs, voici donné lecture de la décision portant la liste provisoire des candidats aux élections des députés du 27 décembre 2025. Je vous remercie. Bon, il faut... Alors, nous venons d'écouter là le président de la CEI qui vient de publier la liste provisoire des candidats aux prochaines élections législatives. Alors, dès l'entame de ses propos, on s'est rendu compte que le président de la CEI a insisté sur les règles et les responsabilités des différents acteurs politiques. Quelle importance ça se rappelle donc pour la confiance dans le processus électoral à venir, enfin en cours? Alors, je pense que il a fait ce rappel-là pour essayer de replacer les choses dans le contexte. C'est vrai que nous sommes dans une compétition électorale. En Côte d'Ivoire, nous savons ce que les élections provoquent souvent. Donc, il a tenu, je pense, dans un esprit de pédagogie, de rappeler cela. Les candidats, je pense qu'ils le savent déjà. Et la loi électorale aussi le dit clairement. Donc, mais il était important aussi de le dire pour que, je vais dire, les postulants sachent à quoi s'en tenir. Et ensuite, dans un second temps, il a essayé il est revenu sur les, on va dire, des désistements. Les candidats, enfin des postulants qui avaient fait acte de candidature, qui à la fin ont décidé de retirer les dossiers de candidature. Et puis il est revenu sur ceux dont les dossiers de candidature n'ont pas été validés. Alors, je retiens dans ceux qui ont désisté, il y a deux noms que je retiens. Il y a celui de John Chahin Sombo, qu'on connaît, l'acteur culturel. Et puis voilà, et puis de l'ancien préfet C.I. Gaspard, qui est membre du PPAC, qui était candidat, qui était député sortant à Fakoubli, je crois. Mais moi j'ai une question à propos, c'est de savoir pourquoi on est tenté dans un premier temps d'y aller et à la veille, sinon au jour de la proclamation des candidats retenus, on entend parler du désistement de certains. Alors, vous savez, c'est une question d'ambition personnelle d'abord, parce que c'est une affaire qui concerne des politiques, des personnes qui s'intéressent aux collectivités, au-delà des questions individuelles.
Donc, il arrive souvent que l'ambition est grande. Et le rêve qui est porté par un certain espoir pour certains candidats, candidats à la candidature que je dirais. Et puis, selon les circonscriptions, il y a souvent l'enjeu électoral qui entre en ligne de compte. Souvent, il y a les pesanteurs politiques au sein des appareils. Donc, par exemple, il y a des circonscriptions où souvent il arrive que, même dans des considérations, je vais dire culturelles même, il arrive qu'on appelle les fils de la région à s'asseoir, discuter, puis par consensus, on dit bon, on ne veut pas que vous affrontiez dans l'élection et tout, donc essayez de voir que tout le monde porte sa voix, tout le monde soutienne telle personne, et puis ça arrive. Il y a des cas comme ça où ils sont obligés de se retirer, où souvent il y a des promesses. On dit, bon, aujourd'hui tu te retires, et puis dans 5 ans, ce sera toi. Et donc il y a tous ces arbitrages-là qui arrivent souvent par consensus. Souvent aussi, il y a un cas de désistement. Oui, en ce moment-là, c'est à ce niveau-là. Maintenant, il arrive aussi souvent que d'autres ont l'ambition, mais sur le terrain, comme je disais, il y en a qui n'investissent pas. Ils n'ont pas forcément les moyens. Voilà, ils n'investissent pas. Ils ne savent pas, en fait, le chantier qui les attend. Pour eux, au départ, c'est juste, on est candidat, on annonce, c'est facile de l'annoncer. Mais quand vous arrivez sur le terrain, comme il y a des zones, par exemple, vous vous rendez compte que vous devez parcourir 40 villages, souvent 60 villages, où on ne vous connaît pas, vous voyez un peu en termes de moyens et tout ça. Il y a d'autres qui se rendent compte après, et puis bon, qui se retirent pour revenir encore plus fort dans quelques années. Donc, c'est tout ça mis ensemble. Et puis pour le cas spécifique de l'ancien préfet CI Gaspard, il faut dire qu'il est membre de la direction du PPAC. Ok. Je pense qu'il a décidé de renoncer, certainement pour respecter, à cause de la décision du parti. Respecter un peu la décision du parti de ne pas participer à cette élection-là. Bien sûr, moi je dirais que c'est une acrobatie politique. C'est une acrobatie. On est tous d'accord que le PPACI a produit son communiqué il y a bien des semaines avant. Donc il aurait dû simplement s'abstenir plutôt qu'à aller se présenter, déposer acte de candidature, et puis encore revenir là, vraiment c'est... Ouais, je pense que finalement le résultat final, c'est de ne pas y aller. Voilà. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Bon, ça amène encore à interpréter. Vous voyez, c'est tout ça qui fait que, à la limite, après finalement le personnel politique commence à perdre de sa valeur en termes de morale et tout ça. Vous êtes dans un parti politique. Le parti politique se réunit, prend une décision. Le président même assume la décision. On dit on n'y va pas. Mais comment on se retrouve dans les couloirs en train de faire les dossiers? Parce que ça aussi c'est une procédure. Aller réunir tous ces documents, aller payer 100 000 francs, se donner tout ce mal, déposer. Aujourd'hui amener le président de la CEI à venir se prononcer votre nom à la télévision pour dire vous avez désisté. Bon. Pour moi c'est pas sérieux politiquement. Alors, est-ce qu'on peut dire que dans les délais, c'est sûr, parce qu'on l'attendait pour demain, mercredi 19 novembre, et est-ce qu'on peut dire donc que c'est une continuité du travail de la CEI en termes de transparence, là? Ouais, je pense que la CEI, d'abord, je veux dire, les critiques qui cristallisent la CEI sur elle ne vont jamais finir. Parce que depuis le début du processus, que ce soit l'élection présidentielle, la CEI a toujours, je veux dire, que ça sur un certain nombre de critiques sur sa méthode de travail. Mais comme Gaël a dit tantôt, je pense que la CEI globalement fait l'effort de rendre transparent ce processus-là. Ça a été le cas pour l'élection présidentielle. Elle essaie de faire les choses aussi tout bien comme elle a fait pour cette élection législative-là. Alors, les délais ont été tenus. Et Daniel avait dit tantôt aussi, pour l'élection présidentielle, elle avait fait les choses un peu plus tôt même d'ailleurs. Je crois que cette liste est publiée dans les délais. Ça avait été annoncé initialement pour demain, mercredi. Ça a été fait 24 heures plus tôt. Je crois que la suite du processus, la CEI avait déjà rendu public le programme. Le programme, je pense qu'après cette publication, la phase de contentieux va s'ensuivre, lui-même il a dit. Et après, la campagne électorale va s'ouvrir pleinement pour permettre aux candidats de sillonner l'ensemble du territoire, ou du moins d'investir les circonscriptions électorales pour décliner un peu les projets et puis essayer de dire ce qu'elle propose pour que les choix des électeurs soient sûrs. Oui, vas-y. Non, vas-y. Alors, je tenais à rappeler que le président de la CEI a également passé ces informations-là. C'est d'être âgé de 25 ans au moins pour participer à cette élection législative. Le candidat, selon son vœu,
il peut résister à se présenter même après la liste des candidats publiés. Et la CEI, dans son office, ne radie quelqu'un que lorsque les candidats ne remplissent pas véritablement les conditions. Le président est revenu là-dessus parce qu'il a dit que certains pensaient que c'était du ressort de la CEI de balayer du revers de la main quiconque ne leur plaisait pas. Donc c'est quelque chose qu'il fallait rectifier. Ce que moi je veux apporter également comme information, comme message, c'est de revenir sur un peu ce que Gaël disait en ce qui concerne la formation des différents électeurs, la formation des citoyens. Tout le monde ne sait pas forcément aujourd'hui pourquoi on doit voter un député. C'est le lieu aujourd'hui de se documenter pour que pendant la période de campagne, certains députés ne viennent pas vendre des rêves qu'ils ne pourront en aucun cas réaliser. Alors que si on est formé à la base, si on sait de quoi est capable un député, en écoutant une tierce personne, on peut estimer que oui, celui-là il est dans la vérité par rapport à ce qu'il dit et par rapport aux recherches que moi-même j'ai faites, je peux dire que effectivement ce monsieur il est crédible, celui-là n'est pas crédible, je décide de donner ma voix, je décide de ne pas donner ma voix. Donc j'aimerais inviter les Ivoiriens les uns et les autres à se documenter sur le contenu de la législative pour que voilà pour ne pas être surpris pendant cette campagne électorale. Alors, on a vu pendant surtout le dépôt des dossiers l'engouement des jeunes à vouloir se présenter à ces élections-là. Comment on peut interpréter ça? Enfin, moi j'interprète ça de deux façons. Est-ce que c'est pas tous les avantages liés au poste de député qui ont attiré autant de jeunes, autant d'intérêt? La question reste posée, mais il faut quand même dire en même temps que beaucoup de jeunes également commencent à s'intéresser à la politique, parce que beaucoup aujourd'hui parlent de nouvelles générations. On a envie de tourner la page de tous ces leaders traditionnels pour écrire nous-mêmes notre histoire. Il y a de quoi à revendiquer cela. Ça pourrait expliquer cela, mais c'est sûr que beaucoup viennent également par rapport à tous les intérêts, par rapport à tous les avantages liés aux différents postes de députés. Du coup, raison pour laquelle, je reviens sur ce que je disais tantôt, il faut être formé, solidement formé justement pour faire ce tri-là, afin de donner notre voix à celui à celui qui traduira véritablement ce qu'il pense de ce poste législatif. Oui, moi j'abonde dans le même sens que Daniel. On constate et on le voit, il y a une réelle d'intérêt pour tout ce qui est élection, surtout les élections locales en Côte d'Ivoire. D'abord, ce qui peut expliquer ça, moi, à mon sens, c'est que il y a un intérêt pour les jeunes pour la politique. Les jeunes manifestent un intérêt pour la politique de plus en plus. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je ne sais pas. Mais on constate que les jeunes n'ont plus envie de se faire dicter les choses. Ils veulent prendre un peu aussi les destins en main. Donc, cela se traduit par cet engouement-là d'abord, il y a ça. Et puis, il y a aussi que les gens veulent sortir des stéréotypes habituels, c'est-à-dire quoi? La chose politique ne doit pas être l'apanage de la classe politique traditionnelle qu'on connaît. Voilà. Je pense que pour venir en politique, on n'a pas besoin d'avoir, je vais dire, militants de longue date d'un parti politique. Les gens constatent qu'ils ont aussi de potentialités à faire valoir sur le terrain politique. Il y a d'abord ça, et puis l'autre aspect, Daniel aussi l'a évoqué, il ne faut pas se le cacher. La politique est devenue sous nos cieux un moyen d'ascension politique. Un moyen d'ascension sociale. Parce qu'aujourd'hui, on rentre en politique, on voit les avantages qui sont liés à la fonction des députés. Parce que 3 millions d'indemnités mensuelles, ce n'est pas rien, par ces temps des vaches maigres. Donc, si les gens peuvent se réaliser socialement en devenant députés, je pense que personne ne va cracher sur cette occasion-là. Gaël? La même question. Je veux la voir sur 3 angles, mais qui sont politiques. Parce qu'on est dans une question politique. Alors, il y a le premier élément, c'est qu'il faut savoir que la génération qui est aujourd'hui aux affaires, on va dire qui est au pouvoir, a passé des décennies à sacrifier d'autres générations de jeunes. Je veux dire, la génération qui vient même avant nous autres a été sacrifiée parce que quand vous voyez le personnel politique même aujourd'hui, il y en a qui ont plus de 30 ans de vie
politiques qui sont là et qui ne vont pas. Donc qui sont autour de 70 ans, 80 ans aujourd'hui, qui depuis des lustres sont toujours aux avant-postes. Donc vous voyez que déjà, depuis les années 90 jusqu'à maintenant, il y a des générations qui ont été tenues d'attendre. Ce qui fait que quand vous voyez dans les partis politiques, surtout les partis politiques traditionnels, quand on vous montre le président de la jeunesse, en général, il a dépassé la jeunesse depuis. Vous voyez, ça fait sourire. Donc ceux-là, la transition ne s'est pas faite. Les doyens sont restés aux avant-postes. Et puis vous voyez, il y a ce qui vient de l'extérieur. On a au fil des années vu des gens comme le président Macron qui donne envie. À la trentaine. Qu'est-ce que j'ai il a la trentaine, on le voit. On le suit sur les réseaux sociaux. Vous voyez quelqu'un comme Zelensky dans son pays. Aujourd'hui, tout proche de nous ici, Sonko, Diomaye Faye, ils sont des jeunes. Donc du coup, aujourd'hui, il y a un certain réveil. Même de l'autre côté où il y a les militaires, ce sont des jeunes. Donc aujourd'hui, il y a un certain réveil. Les gens veulent passer, les gens se sentent à même de pouvoir faire partie de cette ancienne génération, il ne faudrait pas que je m'attire, voilà. Mais c'est le mot, voilà. Le renouvellement générationnel. Voilà, le renouvellement doit se faire. Et c'est ce qui passe aujourd'hui dans le discours politique, y compris avec la thématique qui va. Voilà, on va vous parler de panafricanisme, de souverainisme et tout ça. C'est un vent qui souffle actuellement. Donc, ça peut expliquer le fait que les jeunes s'intéressent beaucoup. Deuxième élément, au plan international aussi, il y a des ratifications, des textes qui sont ratifiés par les partis politiques au nom de la gouvernance et de la démocratie. Alors, il faut savoir que la plupart des partis traditionnels que nous avons, que j'ai cités, le RHDP, le PDCI, le PPACI, le FPI, aujourd'hui, on revient les textes pour faire plus de place aux jeunes. Donc il y a un certain quota qui s'impose au sein de ces organisations, c'est y compris pour les femmes aussi. Donc ce qui fait que maintenant, quand les élections approchent, on voit que de plus en plus les jeunes sont mis en avant. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. On faisait la place aux doyens. Et être jeune même dans un parti politique, vouloir devenir député ou bien maire, à l'époque, c'était pris comme une insolence, comme une sorte de manque de respect, manque de sagesse. C'est comme si vous avez piqué au vif les doyens, on vous dit d'attendre. Et vous avez le rôle de placer les chaises, les bâches dans les partis politiques. Aujourd'hui, on a des instituts de formation en Côte d'Ivoire ici qui forment politiquement. Donc tout ça contribue à l'éveil de conscience de ces jeunes-là. Et puis d'un autre point de vue, un dernier élément, le troisième, c'est la déception. La déception de ces jeunes-là qui, plusieurs fois, se sont rendus compte que quand il s'agit d'élections, une certaine classe, une certaine élite vient vers eux pour demander leur suffrage, leur demander d'aller mobiliser, moyennant des billets, quelque chose comme ça, des petits trucs. Et puis après, eux, ils ne font que jouer le troisième rôle, bien même pas le second, le troisième, le quatrième rôle. Ils ne pèsent rien dans l'affaire. Donc, c'est aussi une sorte de révolte, de révolution, et vous verrez que effectivement pour cette élection, il y aura vraiment beaucoup de jeunes qui seront en lice. Maintenant, sont-ils prêts? On le verra. Alors, donc, à côté des jeunes, on a les femmes. On en a parlé au cours des présidentielles, très peu représentées. Là encore, on se rend compte que, selon les chiffres que le président de la CEI a donné, 285 femmes pour plus de 1200 hommes, quand même, l'écart est énorme. Oui, le cas peut paraître énorme, mais là où moi je suis un peu satisfait, c'est qu'au niveau de l'élection législative, on sent une participation plus accrue des femmes, contrairement à ce que nous avons vu l'élection, pas seulement dans le passé, ce que nous avons vu lors de l'élection présidentielle. Voilà, où la participation des femmes est assez minime. Mais pour les législatives, je crois que, mais aussi ce qui facilite aussi les choses, c'est qu'il y a une loi, la loi électorale consacre la participation des femmes. Par exemple, la loi lui dit, je n'ai pas le texte sous les yeux, il dit voilà, le quota de 30% qui est imposé aux différentes listes, enfin dans les circonscriptions où il n'y a plus de listes, où il n'y a plus de sièges par exemple à pouvoir. Il a exigé que si ces listes, il y ait un quota de 30% de femmes. Donc, ce qui oblige les différents partis politiques ou mouvements politiques d'inclure le maximum de femmes pour respecter ce quota-là. Donc, si cette loi-là, bon, je ne sais pas, à l'élection présidentielle, je ne sais pas comment on peut l'adapter pour l'élection présidentielle. Je ne sais pas si c'est possible. S'il faut, ben bon, c'est encouragé. C'est encouragé.
Maintenant, aux femmes de saisir les chances. Parce que bien souvent aussi, dans nos institutions, les femmes sont beaucoup en retrait. Sont beaucoup en retrait. La preuve, depuis l'indépendance, il n'y a pas encore eu de femmes présidentes de l'Assemblée nationale. Alors que je pense qu'elles ont quand même fait les preuves au sein de l'hémicycle. Sur la question de 30%, moi je remarque qu'au plan institutionnel, au plan, on va dire, l'État met tout en œuvre. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont des conventions qui sont ratifiées. Et l'État fait tout. Vous voyez, on a des femmes ministres, on a des femmes députées, on a des femmes maires. Si je vais dire juridiquement, ou bien au vu des textes, rien n'empêche une femme. Vous savez que dans nos démocraties passées, il y avait des pays, des contrées même où les femmes n'avaient même pas le droit de vote. Le droit de vote, ne serait-ce qu'à aller désigner son président ou bien celui qui va diriger la cité, elles n'ont même pas le droit. Aujourd'hui, les choses ont évolué et les femmes ne sont pas empêchées. Mais ce qui fait qu'on a moins de femmes ici, c'est l'écosystème politique ivoirien. Vous savez, depuis des décennies, chaque fois qu'on part à des élections, il y a la violence qui est en jeu. Il y a la violence. Et combien de femmes peuvent s'en sortir dans un terrain où il y a la violence? Elles ont peur. Elles ont peur à un certain niveau. Vous-même, vous voyez, même nous-mêmes, analystes et autres, quand on vient sur les plateaux, mais on ne cesse de nous appeler de temps en temps pour dire « mais comment tu fais? Mais fais attention quand tu parles » et tout ça. On n'est même pas engagé politiquement, mais vous voyez ce genre de choses. Donc il y a ce climat-là qui entre en ligne de compte. Il y a aussi les stéréotypes, les questions culturelles, traditionnelles. Vous voyez souvent, dans certaines régions, les femmes n'ont pas le droit d'être devant. Elles n'ont pas le droit d'être devant. Et voilà, ça pèse. Il y a aussi les questions, je vais sourire pour le dire, les questions du foyer. Madame dans le foyer, souvent elle a l'ambition, mais monsieur ne l'intéresse pas, il ne donne pas il ne valide pas. Il ne veut pas parce que souvent aussi avoir sa femme dans des affaires politiques, souvent le foyer prend un coup. Sans entrer dans trop de détails, le foyer finit par prendre un coup. Et si vous voyez souvent la vie de ces femmes politiques-là, très souvent c'est un peu compliqué. Donc il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Maintenant, par ailleurs, il ne faudrait pas que tous ces éléments soient des éléments qui soient un frein pour les femmes. Parce que vous savez, la chose politique, on va beau dire tout à l'heure, Serge a essayé de s'aventurer un peu même sur la question présidentielle, mais c'est une question de compétition. Donc on ne va pas dire qu'à une présidentielle en Côte d'Ivoire, allez les hommes, mettez-vous de côté, laissez les femmes compétir. Chacun sa stratégie. Donc vous voyez que c'est ce qui se passe dans les partis politiques. Une fois que l'ambition politique est là, il n'y a pas de genre. Vous voulez diriger, vous mettez les moyens à votre disposition pour pouvoir diriger. Vous avez un objectif, il faut le faire. Une femme qui veut être députée, mais effectivement, elle doit se battre sur le terrain pendant 5 ans, au même titre que les autres. Elle doit aller au contact des populations pendant 5 ans, au même titre que les autres. Donc, si la période de sélection des candidatures arrive, que dans le parti, on sait que vous valez le poids, mais on va vous désigner. Mais on ne va pas vous désigner tout simplement parce qu'on dit qu'il y a un quota de 30% à respecter, alors qu'il y a des bons profils qui sont là. Vous, parce que vous êtes une femme, on vous sélectionne. Mais si vous partez, vous n'allez pas gagner. Parce que les partis, ils alignent les meilleurs soldats qu'ils ont. Donc, il appartient aussi de sensibiliser les femmes pour leur dire qu'il faut mener le combat. Vous verrez que la plupart des femmes qui sont aux avant-postes en Côte d'Ivoire ici, Mme Simone Eivé, Daniel Boni-Clavry, qui d'autre je peux citer, Mme Belmond, et tout ça. Quand vous les voyez, à la limite, vous pourrez dire qu'elles sont des femmes garçons. Pourquoi? Parce que elles sont sur le terrain, on les voit actives. Le politique doit avoir le dos large. On ne vient pas pour une affaire de cajoler, non. C'est pas la sympathie. Du moment où on est dans la compétition, les hommes, eux, déjà, on ne se fait même pas de cadeaux. Du moment où tu es mon adversaire, souvent même dans le même parti, il y a des choses qui se passent. Moi, je vous fais une anecdote. Il y a une dame que je coachais politiquement, mais qui voulait devenir députée, mais qui n'était pas prête. Parce que pour elle, elle allait partir, dès qu'elle arrive, tout le monde l'accueille, elle va chanter, elle va danser, tout va bien se passer tranquillement, et puis c'est fini. Elle vient me dire, mais non, à cause des politiques, on m'insulte, on m'a insulté.
mais on va vous insulter. Ah, ça c'est sûr. Voilà, il y a d'autres mecs qui vont jusqu'à même faire des coups louches pour vous faire mettre en prison et tout ça. Tout ça, c'est l'environnement politique. Il est malsain, mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut qu'elle réussisse à le comprendre psychologiquement. Quand on veut mener, on veut faire la politique, ça va être tout ça, c'est tout un package. Donc on ne peut pas choisir un truc tout fait. On ne peut pas choisir un truc tout fait justement par la femme parce qu'il faut. Mais vous savez, ceux qui arrivent au sommet là, ce sont des gens qui traversent, qui font leur classe. Et il faut pouvoir faire ces classes pour pouvoir arriver. Comme diraient certains, quand c'est dur, sur les durs avance. Et justement, il faut encourager les femmes. Gaël parlait tout à l'heure des raisons qui pourraient expliquer leur faible taux de participation aux différentes élections en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier que d'un point de vue sociologique, il y a... On sait tous que sous nos cieux, le patriarcat gagne du terrain. Gaël parlait également d'actes culturels, c'est vrai, parce que d'un autre côté, les femmes ne sont pas toujours sur le devant de la scène. Et beaucoup de femmes estiment que au sein de que la politique rime avec violence. Ça s'explique quand on se rappelle des crises de 99, des crises de 2010, 2011. Ça crée cette peur-là dans la tête des femmes. Donc on a peur d'y aller. À côté de tout cela, aujourd'hui, les femmes réclament quand même un soutien financier. Parce que beaucoup sont celles-là qui ne sont pas très à l'aise financièrement. Faire de la politique, ça coûte de l'argent. Gaël parlait tout à l'heure, pour faire une campagne électorale, si on te dit que tu dois parcourir 50 villages, bah, ça demande de l'essence, ça demande de la locomotion, véhicules, ça demande beaucoup de choses. Toutes les femmes ne sont pas forcément assises financièrement pour s'accorder, enfin pour se lancer dans un tel univers. Je suis pas forcément d'accord avec c'est les moyens. Voilà, c'est ce que je dis, c'est une réalité. Parce que beaucoup de femmes le revendiquent aujourd'hui. Beaucoup de femmes revendiquent le fait d'être accompagnées financièrement pour soutenir leurs entrées, pour soutenir un accompagnement au sein de cet environnement politique-là. Alors, on va rapidement faire un tour de table pour terminer. Quel pourrait être, selon vous, le taux de renouvellement à l'Assemblée nationale cette année? Taux de renouvellement? Oui. Ben, il n'y aura pas de S'il y a du renouvellement. Il n'y aura pas parce que le taux, même s'il y en aura, sera vraiment très faible. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau du parti au pouvoir qui est majoritaire, vous verrez déjà les critères de sélection de leurs candidats. Ce sont déjà des ministres qui sont en poste, qui sont soit déjà députés. Et puis, ils ont privilégié aussi les députés sortants. La plupart de tous les députés sortants ont été maintenus parce que le parti au pouvoir veut sécuriser vraiment ces sièges-là. Au niveau de l'opposition, pendant qu'on s'attendait peut-être à la participation du PPACI, aujourd'hui ils se sont retirés, même si certains parmi eux iront en indépendant, mais ce n'est pas évident. Au niveau du PDCI, c'est à peu près le même personnel qui est relancé dans la course. Mais là où on aura un peu de percée, je pense, c'est au niveau des indépendants. Les indépendants qui ont finalement pu s'organiser autour de... Où on a vu ADCI de Assalé Tiemoko qui a lancé un appel et qui a aujourd'hui un certain nombre de personnes qui vont se présenter avec eux, de sorte à pouvoir former un groupe parlementaire s'ils y arrivent. Donc peut-être que le changement va se faire un peu de ce côté, mais plus du côté des indépendants. Mais pour les partis politiques traditionnels, on va assister toujours, on sera servi à la même sauce. Voilà. Donc c'est ce que je vois venir. Serge, mais pareil, pour finir, excuse-moi Serge, pour finir, le RHCP sera majoritaire. Et puis on va voir 2020 bis. Ouais, pas besoin de dire un bout de cristal. Je pense que c'est pareil. Je pense que comme cette élection, le RHP va renforcer sa même mise sur la chambre basse de l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Déjà, comme Gaël a dit, le RHP a choisi ses mieux chevaux. Et puis, le RHP a eu l'avantage de couvrir l'ensemble du territoire grâce à son ancrage territorial. Il y a 255 sièges à pouvoir à l'Assemblée nationale. Le RHP a présenté 255 candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Ce n'est pas le cas, par exemple, le PDCI qui a aligné seulement pas seulement, mais 229 candidats, c'est-à-dire un peu moins que le RHDP. Alors déjà, je pense que ça garantit déjà au parti au pouvoir. 205 candidats pour le PDCI. 229 pour le PDCI. 229 contre 255 pour le RHDP. C'est-à-dire autant de sièges à l'Assemblée nationale. Donc je pense que déjà ça garantit à peu près la majorité à l'Assemblée nationale au RHDP.
Et puis le RHDP va surfer quand même cette dynamique des victoires. On sort d'une élection présidentielle où son candidat a largement remporté cette élection. Je pense que ça va booster les candidats sur le terrain pour vendre les projets. D'abord ça, et puis je pense que l'enjeu pour l'opposition, pour moi, l'enjeu pour l'opposition, ce n'est pas forcément d'avoir la majorité. D'ailleurs, cela ne me semble pas possible. Mais c'est d'exister quand même à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je regrette l'absence du PPAC. Mais bon, ça c'est un autre débat. On aura certainement l'occasion de le faire un autre jour. Daniel? Serge le disait, l'opposition doit quand même exister parce que quand on découvre le nombre prépondérant des candidats pour le compte du RHDP, on peut estimer qu'ils vont ratisser large. Mais l'opposition est quand même présente et ça c'est une bonne chose. Quand on voit l'engouement qu'il y a, qui vient de la part d'Assalé Tiboko derrière les candidats qu'il propose, on se dit que ben oui, ils peuvent également exister. Donc quand on regarde le PDCI, RDA et l'ADCI, je pense que le RHDP peut quand même exister avec bon nombre de candidats, mais les opposants en face ne se laisseront pas faire parce que ils vont vendre sur le terrain l'envie de défendre les différentes préoccupations des différents électeurs à l'Assemblée nationale. Merci messieurs, merci Daniel, merci Serge, merci Gaël. Alors, je rappelle que les candidats non retenus ont 8 jours pour saisir le Conseil constitutionnel. Après la publication de la liste définitive, les législatives entreront donc dans leur phase décisive. Restez connectés pour cela sur cette info, pour toutes les mises à jour et toutes les analyses autour de cette échéance électorale. Retrouvez Ashley Duprat à 18h30. Quant à nous, c'est tout. Merci.